On avait dit qu'on se retrouverait pour quelques hors-séries durant l'été, sous le soleil de préférence. Il est un petit peu capricieux aujourd'hui, le soleil, au-dessus de ce qui est périphérique à Bruxelles. Hein. Sébastien, on est à quelques kilomètres de Bruxelles. Tu peux nous expliquer en 2 mots où on se trouve en fait? On est à Mont-Saint-Guibert, dans l'Axis Park, et plus précisément près de ce qu'on appelle le Creative Spark. Donc c'est un bâtiment où il y a plein de startups. C'est là où est historiquement basé Nestup, l'accélérateur de start-up. D'accord. Et puis maintenant il y a la rue du web, il y a plein de sociétés liées à la technologie et au web en Belgique. Des espaces de coworking aussi. Voilà, il y a un espace de coworking et il y a le Love Bar qui est au rez-de-chaussée. D'où on squatte un petit peu aujourd'hui la terrasse. Oui. C'est le week-end, pas grand monde le week-end. C'est les vacances d'été. C'est les vacances d'été en plus. Mais on aurait pu rencontrer plein de gens intéressants. En général, c'est un vivier, quoi. Hein, voilà, dire exactement. ça comme ça. Si on se retrouve, évidemment, c'est comme pour les autres candidats. J'ai envie de dire, l'exercice est chaque fois le même. C'est parler d'une personnalité que l'on cite régulièrement, ou pas d'ailleurs, hein, dans nos épisodes. Toi, comme tu nous parles régulièrement de Bitcoin, de crypto-monnaie, de blockchain, etc., c'est forcément quelqu'un, un personnage qui est attenant, on va dire, à ce monde-là. C'est ça. Alors moi, il y a quelques personnalités comme ça que j'admire et que je suis tout particulièrement parce que je pense que c'est des génies de notre temps et on en a besoin de plus comme ça. Il y a Elon Musk dont je reparle aussi assez souvent et puis il y a Vitalik Buterin dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. C'est un drôle de nom, Vitalik. Moi je pensais d'abord, la première fois que j'ai entendu ce nom-là, ça pourrait être un nom de méchant dans un Tintin. Oui, tout à fait. Ou un nom de médicament. Ou un nom de médicament, par exemple. Oui, c'est ça. Alors de son nom complet en plus, Vitalik Dmitrievich Buterin, parce qu'il est ukrainien d'origine. Donc il est né en Ukraine et puis il a déménagé au Canada à l'âge de 6 ans. Donc il est né en 1994. C'est important parce que quand vous faites le calcul rapidement, ça veut dire qu'aujourd'hui il a à peu près 25 ans. Et vous allez voir qu'il a quand même réalisé un paquet de choses, quoi. Et il a commencé très jeune aussi. Hein. Il a commencé très jeune. Donc comme je disais, il a déménagé à Toronto au Canada à l'âge de 6 ans. Là très tôt, ils le mettent dans une école pour surdoué parce que voilà, Pépère il a un petit peu de l'avance sur son âge. Allez, je ne sais pas s'il a été diagnostiqué officiellement, mais c'est clair qu'il a des troubles autistiques aussi. Et pour beaucoup, détecte des signes d'un syndrome d'Asperger. Donc il est vraiment très voilà, il a cet autisme de haut niveau et puis un certain inconfort social qui se sent aussi dans pas mal de ses interactions. Mais toujours est-il que voilà, très tôt il est détecté comme étant en avance et donc il se retrouve d'abord dans des classes spécialisées puis dans une école privée qui est vraiment adaptée pour des élèves qui sont très avancés et puis qui s'intéressent aux mathématiques, à la physique, dans son cas aussi à l'économie. Et donc très tôt il s'intéresse à toutes ces problématiques-là. Il se trouve qu'à côté de ça, il est fasciné par un jeu vidéo en particulier qui est World of Warcraft. Comme quoi, hein, quand vos parents vous disent les jeux vidéo te mèneront à rien, il faut relativiser. Est-ce que c'est World of Warcraft qui l'a amené là où il se trouve? Eh ben oui, quand même. Tu crois pas si bien dire. C'est-à-dire que pendant des années, il a été fan de World of Warcraft. Il a mené ses personnages assez loin. Et puis un jour, World of Warcraft, Blizzard, donc l'éditeur de World of Warcraft, a décidé un petit peu unilatéralement de changer les règles du jeu, de changer certaines métriques du jeu, et ça l'a frustré parce que tout d'un coup son personnage n'était plus du tout aussi puissant alors qu'il avait passé des années à le construire, et donc c'est un petit peu ce qu'il a amené dans son esprit d'adolescent, hein, parce que tout en étant en avance, c'est resté un adolescent, à se dire oui mais en fait quand il y a une institution comme ça qui peut décider de toutes les règles, ben voilà, ils peuvent changer les règles du jeu sous mes pieds et ça va pas du tout. Donc en plus évidemment de cette frustration, il y avait aussi le côté il avait besoin de trouver un nouveau but, une nouvelle marotte, voilà, un truc qui le motivait. Et à ce moment-là, son père qui est aussi professeur qui était informaticien en tout cas, lui dit tiens, jette un œil à ce truc là, Bitcoin, ça a l'air super intéressant. Donc à l'époque il a 17 ans, donc 2013. Bitcoin a été lancé en 2009, donc c'est encore assez récent. Et au début, il rejette un petit peu tout ça parce qu'il se dit bon, je vois pas comment une monnaie qui repose sur rien de physique peut avoir de la valeur.
Et en même temps, comme je disais, cette méfiance vis-à-vis des institutions centralisées l'amène quand même à s'y intéresser de plus près. Et de fait, il s'implique pas mal dans la communauté Bitcoin. Il participe aussi, il écrit des articles à la base pour une publication qui s'appelle Bitcoin Weekly. Je vérifie mes notes pour être sûr que je raconte pas de bêtises. Voilà. Il écrit d'abord des articles pour Bitcoin Weekly pour la modique somme de 5 bitcoins par article. D'accord. Alors évidemment, quand on met ça en perspective de la valeur d'aujourd'hui, à 10 000 € le bitcoin, on se dit, bah dis donc, c'était bien payé. C'était le journaliste le mieux payé du monde. Voilà, c'est ça. Sauf qu'évidemment, à l'époque, ça valait pas du tout ça. On était plus proche des 10 $, je pense, par bitcoin. Donc il y a du passage. Voilà. Normalement, il ne devait pas y en avoir, mais il y en a. Bon voilà, c'était des choses qui arrivent. Ça arrive, on est en plein week-end dans un business park, on se demande pourquoi, mais bon voilà. Donc il est payé 5 bitcoins par article. Et évidemment, tout ça, il garde. Après, il cofonde aussi une autre publication qui existe encore aujourd'hui et qui est probablement une des références, qui s'appelle Bitcoin Magazine. D'accord. Donc là, évidemment, il est encore plus impliqué là-dedans. Et puis, en 2012, il intègre l'université de Waterloo, donc encore une fois, avec un petit peu d'avance. Alors, pas Waterloo en Belgique, Waterloo au Canada. Waterloo qui est pas loin d'ici, c'est ça. Dit en passant. Et puis, allez, tout en étant à l'université, il se rend bien compte qu'il passe plus de 30 heures par semaine sur des projets liés à Bitcoin. Et bon, il participe aussi à des projets open source, comme le Dark Wallet, comme Egora, Mastercoin, CryptoKit. Donc voilà, c'est des projets de cet écosystème-là à l'époque. Et donc finalement, il décide d'abandonner complètement l'université parce que voilà, ça l'intéresse pas. Et surtout, il fait beaucoup plus de choses dans l'open source. En plus, si on se souvient bien, à cette époque-là, il y a Peter Thiel qui fait un peu de mouvement, hein, donc ancien de chez PayPal, qui monte une espèce de bourse de 100 000 $, qu'il offre à des étudiants qui abandonnent l'université pour se consacrer à des projets. Qui a financé entre autres Facebook, si je dis pas de bêtises. Exactement, qui a aussi financé Facebook. Mais là, en l'occurrence, Vitalik Buterin fait partie de ceux qui reçoivent une de ces bourses en 2014. Donc voilà, ça confirme dans le fait qu'il n'a pas besoin de rester à l'université, il peut se consacrer à ça. Et puis il dit, encore une fois, il a ses petits revenus en Bitcoin qui tout doucement commencent à prendre de la valeur. Parce que là, en 2014-2015, on commence à être dans des Bitcoins qui passent plusieurs centaines de dollars. Et donc ça commence à devenir intéressant pour lui aussi. En même temps, il se rend bien compte que dans toutes les expérimentations qu'il fait, notamment avec Mastercoin, qui était une crypto-monnaie où on essayait déjà de lui faire des choses, de créer d'autres monnaies sur base de Bitcoin, il se rend bien compte que c'est très limité et que la plupart des gens de l'écosystème sont focalisés sur l'application financière, l'application crypto-monnaie, mais lui, il y voit déjà un potentiel beaucoup plus large, notamment avec les smart contracts. Il rencontre une boîte israélienne qui d'ailleurs travaille là-dessus, essayer de faire des smart contracts sur Bitcoin, mais il le regarde un petit peu de travers avec ses idées d'illuminer en disant oui, mais je vois pas pourquoi tu voulais créer ce qui à l'époque était les balbutiements d'Ethereum. Lui, il avait dans cette idée de créer une blockchain dédiée aux smart contracts et la boîte israélienne lui dit non, je vois pas l'intérêt. Et donc il se dit tant pis, j'écris mon white paper et je vais le faire moi-même. Donc là, on est encore début 2014, en janvier 2014, il participe à une nouvelle édition d'une conférence Bitcoin à laquelle il avait participé en 2013 et qu'il l'avait déjà rassuré sur le fait que c'était un écosystème super vivant. Et là, en 2014, il dit, voilà, je vais présenter mon white paper et voir ce que les gens en pensent. À l'époque, participent aussi à cette conférence Gavin Wood, Joseph Lubin, Stéphane Tual, qui deviendront après des cofondateurs d'Ethereum et qui l'aideront à développer. Mais donc, c'est un petit peu Ground Zero, c'est un peu là qu'ils se regroupent tous. Je pense qu'ils louent même une maison ensemble, etc. Donc, ils commencent vraiment à bosser là-dessus. Et puis, ils décident ensemble de fonder le projet Ethereum, donc de lancer aussi une campagne de financement participatif à l'été 2014. Et là, il lève 18 millions de dollars avec cette première campagne qui montre bien que toutes les présentations qu'il a faites autour de son white paper, ça fait de la mousse, quoi. Voilà, ça fait de la mousse et les gens sont intéressés. En plus, quand il fait sa présentation, il s'attend à ce que les cryptographes, les cypherpunks qui participent à ce genre d'événement le démontent, lui montrent qu'il a oublié quelque chose, il a loupé un truc dans sa théorie. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. Au contraire, tout le monde est surexcité. Et donc, ça l'encourage dans tout ça. Et puis, ça encourage aussi tous les gens qui l'accompagnent. Une fois de plus, l'importance de se challenger à un moment donné, c'est qu'il peut y avoir de belles surprises. Exactement. Et c'en est une. Exactement. Et donc, il lance
lance la première version d'Ethereum à l'été 2015, donc en juillet 2015, le 30 juillet 2015, ouais. le premier bloc qui est miné. Donc si vous faites le calcul, ça veut dire que c'était il y a 4 ans, Ouais, quasiment rien. jour pour jour. C'est rien. C'est rien du tout. Hein. Donc c'est pour remettre les choses en perspective, hein, on le répète souvent, mais c'est des technologies qui sont encore naissantes. Ouais. Et il a à ce moment-là 21 ans. 21 ans, il lance sa propre blockchain, il lance son projet, il lève 18 millions de dollars avec évidemment une équipe derrière maintenant. Il lance tout ça et puis donc c'est la première version du réseau qui s'appelle Frontier à l'époque. Bon, malheureusement c'est comme toujours, hein, on lance un logiciel puis il y a quelques petits bugs dedans. Oui, donc ça c'est inévitable, c'est lancé un petit peu avec des bugs et donc ils vont vraiment relancer Ethereum une version un petit peu plus stable avec Homestead en 2016. Et là, ça commence déjà à rassembler un petit peu plus de développeurs et il y a des projets open source qui se montent autour pour le langage de programmation, pour la machine virtuelle, pour tout ce qui fait l'essence d'Ethereum au final et qui lui permet vraiment d'avoir des smart contracts. Donc l'originalité dans toute cette histoire, c'est que là où dans le cas de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, on le connaît par son pseudonyme, mais personne ne sait qui c'est. Hein. Exactement. Certains se sont revendiqués, un Australien, un Japonais. Le fameux Craig Wright, c'est ça. qui se revendique être Satoshi Nakamoto, mais on ne sait même pas si ça peut être un groupe, voire peut-être une femme, peut-être un homme, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de théories fumeuses qui circulent autour de ça, et comme tu dis, des gens qui se prétendent, mais la vérité c'est qu'on ne sait pas, et que l'anonymité a même été anticipé et conçu ça fait partie du projet, quoi. Exactement, parce qu'ils savaient bien que ça aurait un impact énorme, notamment au niveau des gouvernements, et que le FBI s'y intéresserait. Et personnifier un tel projet, comme tu dis, ça peut être dangereux quand c'est sur une seule personne. Justement, notre ami Vitalik, comment est-ce qu'il résiste aux pressions du marché? C'est le cas de le dire. Et lui, justement, a décidé de révéler son identité. Alors, le fait est qu'il a lancé ce projet Ethereum avec déjà une réputation qui a certainement bénéficié aussi pour rassembler des énergies et motiver des gens à le rejoindre. Et donc, de fait, lui, pour le coup, on sait qui c'est. Quand vous allez à des conférences de développeurs Ethereum ou blockchain, il est là, dans toute sa splendeur, avec son goût pour la mode assez particulier. Il pratique le t-shirt avec des licornes, des arcs-en-ciel, des chats. C'est très éclectique. C'est très de notre temps. En fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est très mignon, mais et surtout sans aucune protection sans garde du corps, rien du tout. Ça, c'est particulier quand même. C'est quand même assez particulier. Et je dis, alors, forcément, il y a une espèce de culte de la personnalité qui s'est créé autour de lui, ce qui lui a joué des tours aussi. Je crois que c'était en 2017, il y a eu une rumeur qui s'est répandue sur 4chan, comme quoi il était décédé dans un accident de voiture. Et en quelques heures, ça avait déclenché une chute du cours de l'Ether, etc. Oui, parce que si techniquement le projet peut perdurer au-delà de Vitalik, par contre, comme il est emblématique du procédé, j'ai envie de dire, s'il lui arrive quelque chose, ou s'il dit quelque chose, ou si on lui dit quelque chose et que la réponse n'est pas bonne, ça a une influence forcément sur l'ensemble des process. Quoi. Il a une grosse influence de par son génie. Alors, il s'est quand même entouré de gens, si on pense à Vlad Zamfir qui travaille sur le sharding et sur le proof of stake. Il y a plusieurs personnes comme ça dans la communauté Ethereum qui sont aussi des génies, peut-être probablement même encore plus avancés que lui dans leur réflexion, mais voilà, il porte cette aura du fondateur et il a cette influence aussi sur le déroulement du projet et les directions qu'il prend. 25 ans en 2019, que fera-t-il à 50 ans? C'est la question qu'on C'est un peu ce qu'on se demande. Alors, de fait, maintenant, il a pris conscience aussi des dangers que pouvait avoir cette personnification. Et donc, notamment, après l'incident qu'il y a eu sur Ethereum, on se souvient ceux qui suivent un petit peu l'actualité se souviennent peut-être du hack de The DAO. Donc, en juin 2016, il y a eu un smart contract, donc c'était pas lié directement à la blockchain Ethereum en elle-même, mais un smart contract qui a été déployé sur Ethereum, qui avait levé 150 millions de dollars, enfin qui avait permis de lever 150 millions de dollars en équivalent Ether, qui a été attaqué, qui a été hacké, un bug a été trouvé et exploité, et ça a du coup déclenché tout un débat parce que même si encore une fois la blockchain n'était pas en cause, elle avait la possibilité d'agir pour annuler les transactions frauduleuses d'une certaine manière, et il y a eu tout un débat dans la communauté, débat dans lequel il a participé, il a proposé une solution
il était derrière une solution qui permettait d'annuler justement ces transactions, et ça a joué sur son influence a eu un impact là-dessus. Au final, la majorité de la communauté a décidé d'aller vers la solution que lui proposait. C'est ça. Mais voilà, donc du coup, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça, et lui-même, après cet incident, a décidé de prendre de faire un pas en retrait, de prendre un peu de recul et de laisser un peu plus de place au reste de la communauté, alors sans pour autant expliquer comment il devait faire, ce qui crée un petit peu de chaos aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans les effets secondaires de ça. Mais voilà, donc lui, il a pris un petit peu de recul. Il garde une main très présente, notamment dans la recherche et développement et dans toute la partie Ethereum 2.0, c'est-à-dire, comme je disais, la preuve d'enjeu, donc le remplacement de la preuve de travail, de l'algorithme principal qui fait tourner beaucoup de machines par quelque chose de plus efficace, dans tout ce qui est sharding, c'est-à-dire la division des données pour que tout le monde n'ait pas à télécharger toute la blockchain. Enfin voilà, il y a un certain nombre de... Il y a ce problème de poids, on a déjà évoqué ça avec toi, où ça devient un petit peu laborieux quand on se lance surtout. De télécharger l'ensemble de la blockchain. Ça prend du temps, ça prend de l'espace disque. Oui. Si vous voulez des détails et des compléments d'information ou aller plus loin dans la blockchain et dans les crypto-monnaies, etc., je vous invite à aller écouter Proof of Cast. C'est le podcast de Sébastien qui est en vacances un petit peu aujourd'hui. Voilà, là on est en vacances, on prend 2 semaines, on prend 2 mois de pause. 2 mois de pause. Ouais, 2 mois de pause. Les podcasters, ils font rien, c'est pas possible. Mais non, mais c'est très simplement parce que la technologie, enfin l'actualité liée au blockchain est vraiment... L'actualité technologique de manière générale, c'est la raison pour laquelle chez les technos on réduit aussi un petit peu la voilure et on fait des synthèses mensuelles de juillet et août, et on se permet du coup de faire quelques hors-séries, dont celui-ci, qui fait un plaisir, Sébastien. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir un personnage que tu cites régulièrement, il y en a eu d'autres. Pour aller plus loin, n'hésitez pas, Google est votre ami pour le coup. Et on a mis des liens aussi. Et bien sûr, on va mettre les liens sous la vidéo en description de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Pour l'instant, il n'y a encore rien en boîte. Donc voilà, c'est un été un petit peu bousculé, que voulez-vous, c'est comme ça. Passez un bel été encore, de belles vacances si c'est pas encore, si vous n'êtes pas encore parti. On se retrouve très bientôt. Au revoir.